Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Je disais le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, à la tête d'une délégation composée des élus du peuple, a effectué ce matin une visite à l'hôpital de la Renaissance, situé dans la commune du 8e arrondissement. Le président de cette institution parlementaire et l'équipe qui l'accompagne sont allés s'acquérir du fonctionnement de cette structure hospitalière. Reportage Ahmad Sangarasta. L'hôpital de la Renaissance reçoit la visite du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, accompagné de ses proches collaborateurs. La délégation parlementaire est venue s'enquérir du fonctionnement de cette structure sanitaire. Tour à tour, le président de l'Assemblée nationale et sa suite ont visité le service d'hémodialyse, de radiologie, le laboratoire, la réanimation et bien d'autres services. Au service d'hémodialyse, l'équipe a échangé avec une patiente hospitalisée sur sa prise en charge. À chaque étape de la visite, le président de l'Assemblée nationale pose des questions d'éclaircissement. Une visite qui a permis au président d'avoir une idée assez précise du niveau de prestation de la structure sanitaire. Et l'investissement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu faire, c'est de permettre, en tout cas, à ce que chaque Tchadien puisse se soigner en interne ici. Au lieu d'aller tout le temps à l'extérieur pour pouvoir se soigner, son Excellence a voulu que tous les plateaux techniques soient sur place afin de permettre à chaque Tchadien de se soigner. Et nous, en tant que parlementaires, avec l'exécutif, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider, en tout cas à amplifier la qualité du service que vous avez ici. Vous avez un personnel tchadien et puis international de qualité, vous avez les équipements qui sont là. Maintenant, c'est qu'il vous faut d'autres ressources pour vous permettre en tout cas de continuer à servir en tout cas le peuple tchadien. Moi je sors d'ici en tout cas très satisfait. Le directeur général de l'hôpital de la Renaissance s'est dit réconforté par la descente des élus du peuple. Il promet de s'investir davantage pour donner des soins de qualité aux patients. Votre présence ici les remercie. Et nous remercions aussi le ministère de la Santé publique qui est notre tutelle, qui est avec nous tous les jours, bien évidemment, sous l'autorité duquel nous travaillons. Et nous comptons sur l'ensemble des Tchadiens pour qu'on maintienne cette tutelle. Parce que nous avons besoin que les gens viennent se soigner chez nous. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'hôpital, qui sont des choses qui ne sont pas vraies. Venez vous soigner tous les jours, vous allez voir, ça marche. Et je suis heureux de l'annoncer ici, tout le monde le voit, depuis le début de l'année. Il y a un taux de fréquentation de l'hôpital a augmenté de 23%. Créé en 2013, l'hôpital de la Renaissance a pour mission d'offrir une alternative aux évacuations sanitaires. Doté d'un plateau technique et d'équipes de soins de haut niveau, dont la vocation est de prendre en charge les pathologies de toute nature. L'hôpital de la Renaissance comporte 2 niveaux avec 240 lits. Une structure de haut standing qui répond aux attentes de la population tchadienne. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, accompagné de son staff et la délégation de la société Cohésion, a visité l'hôpital ophtalmologique de Ndjari Dar es Salaam, situé aussi dans la commune du 8e arrondissement. Une visite pour encourager le personnel soignant et constater les fonctionnements du centre. Salil Moussa Hassan. C'est pour constater le travail du personnel soignant que le chef du département de la santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, s'est rendu à l'hôpital ophtalmologique d'Ndjari. L'objectif de cette visite est de doter à la fin des travaux de cette structure sanitaire en personnel soignant, d'autre part à la société cohésienne qui a financé la construction de cet hôpital. Pour les responsables de l'association directe Salam Bento Hamid, la construction de cet hôpital aidera à faire face aux nombreuses maladies dont fait face la population. Le ministre de la Santé publique n'a pas manqué de louer et d'encourager l'œuvre salvatrice de la société. Cette société-là, d'entrée, veulent nous aider à fonctionner. Ils se sont rendus compte que quand les caravanes viennent, ils passent. Il faut une semaine, mais toutes les opérations, parfois il y a des opérations qui n'ont pas réussi et qui ont des difficultés au suivi. Et il va faire les suivis aussi. Nous pouvons encourager, féliciter et possible même de les accompagner. Ces infrastructures sont rendues possibles grâce à la coopération agissante entre le Tchad et l'État cohésien.
N'Djamena abrite depuis ce matin la réunion de chefs d'état-major généraux des armées de pays membres de la commission du bassin du lac Tchad CVLT, les stratégies entreprises pour maintenir la sécurité dans les pays membres de cette institution. Au centre de la rencontre, le ministre de l'administration du territoire a représenté son collègue de la défense. La situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad préoccupe les États membres. Pour atténuer les menaces terroristes, les chefs d'état-major et les experts sont en conclave depuis ce matin afin de retracer des stratégies nouvelles de lutte. Les travaux sont ouverts par le ministre de l'administration du territoire, Mamad Ismail Chaïbou, représentant son collègue de la défense. L'objectif ultime est de parvenir à l'éradication de cette secte et à la sécurisation du bassin du lac Tchad. C'est pourquoi le pays du Tchad souhaite sous la conduite éclairée de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Andi et Azia, toujours en cohérence avec les objectifs et les stratégies mis en place par l'ensemble des pays qui ont en partage ces stratégies nécessaires. La commission du bassin du lac Tchad, à travers la force multinationale mixte, a pour mission de protéger les personnes et leurs biens sur toutes les localités frontalière du lac Tchad. Cette rencontre met un accent particulier sur cette force qui a pour mandat de lutter contre la secte Boko Haram. Des ADAX pour le parc de Wadi Hachim et Wadi Ribé, ces animaux en provenance d'Abu Dhabi ont été accueillis hier à Béché dans la province du Wadaï par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mamad Ibrahim Jamaladine. Du Mamad Barka. C'est à 16h30 que l'avion Air Abu Dhabi, transportant 15 ADAX, a atterri à l'aéroport d'Abéché. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mohamed Ibrahim Jamaladine, a fait personnellement le déplacement de l'aéroport d'Abéché pour accueillir ces animaux en provenance d'Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Ces espèces d'animaux ont fui le Tchad dans les années 80 lors de la grande sécheresse. Le retour dans le pays natal traduit la volonté des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le président de la République, Idriss Déby Itno, qui se soucie de la protection de l'environnement, de la faune et de la flore. L'arrivée de ces ADAX constitue la deuxième vague des espèces animales après celle des oryx. Le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, a loué l'engagement du chef de l'État, Idriss Déby Itno, dans le cadre de la protection de l'écosystème. Je remercie aussi le président de la République, le chef de l'État, M. Déby Itno, qui a donné toujours l'importance particulière à l'environnement et sauvegarder nos faunes. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mohamed Ibrahim Jamaladine, se réjouit du retour de ces animaux dans leur terre natale. Pour le ministre de l'Environnement, ce retour des ADAX traduit l'excellence des relations de coopération qui lie le Tchad aux Émirats Arabes Unis. Cette espèce, à l'état sauvage, elle est presque inexistante. C'est une première pour le Tchad parce qu'aujourd'hui, on l'a réintroduit dans son milieu naturel. Après celle qui est presque réussie des oryx, nos remerciements vont à Sahara Foundation et à la Fondation Abu Dhabi qui finance cette opération. Les plus hautes autorités de l'État sont conscients de ce qu'ils font pour la faune dans notre pays. Signalons enfin que sous la supervision du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, ces animaux ont été acheminés vers la réserve de Wadi Rimé et Wadi Hachim dans la province de Wadi Fira pour leur destination finale. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Gayang Souare, se trouve à Mondou, dans le Logone occidental. À la tête d'une délégation, il a visité l'abattoir moderne de Mondou. Ahmad Ali Senahmat. Accompagné de la conseillère technique du chef de l'État en charge de l'élevage, Ndougouna Mbakas Rimardim, des techniciens du ministère de l'Élevage, des responsables du projet d'appui au développement des industries animales au Tchad, PADIAT, et du président de la Confifet, entendez Confédération interprofessionnelle de la filière élevage du Tchad, Bichar Edrep,
Le chef du département de l'élevage, Gayang Souare, est arrivé à Moundou, la capitale économique du Tchad, pour le suivi des travaux du chantier de l'abattoir moderne du Logon. Sous la conduite du président, directeur général de la société Exta, une société argentine en charge de la construction, le ministre et sa suite ont visité tour à tour la zone d'abattage avec les différents couloirs, les lagunes aérobie et anaérobie, les groupes machines, les magasins de coupe congelée et le bâtiment administratif. À toutes les étapes, la délégation du ministre de l'élevage, Gayang Souare, a eu des explications techniques sur le fonctionnement et l'importance de ces matériels, explications données par le président directeur général de la société EXA, Rafael Ortega Costa. Selon les responsables de la société, à l'heure actuelle, la progression globale du chantier est à 82%. Les matériaux pour la finition et les matériels d'équipement sont en place. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Gayang Souare, et toute sa délégation s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux. Avec tous ces dispositifs et l'allure des travaux, l'on espère que le délai prévu pour la réalisation de cette importante unité industrielle qui tient à cœur le chef de l'État Idriss Déby Itno sera respecté. Dans ce cadre, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi Debe, est attendu à Moundou ce vendredi 15 novembre 2019. Le ministre de la Promotion de Jeunes d'Espoir et de l'Emploi, Mohamed Nasr Abdoulaye, a présidé ce matin une rencontre régionale de partage d'expériences sur la mise en œuvre de chantiers nationaux. Étaient présents à cette rencontre les jeunes de pays du G5 Sahel dans le cadre du projet La Voix des Jeunes du Sahel, phase 2. Yann Moïbi. Confrontés à divers défis, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé le G5 Sahel pour combattre l'insécurité et favoriser le développement dans leur espace. Le projet de la Voix des Jeunes du Sahel est donc perçu comme un cadre devant prendre en compte les préoccupations des jeunes des pays du G5 Sahel. C'est ainsi que 3 chantiers nationaux prioritaires ont été lancés dans chaque pays. La rencontre d'Injamena, qui réunit les jeunes des pays du G5 Sahel, leur permettra de faire l'état d'avancement de ces chantiers, partager les expériences et réfléchir à une stratégie de durabilité du projet au niveau local et national. Évoquant les difficultés que rencontre la jeunesse du Sahel, le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mohamed Nasr Abdoulaye, a cité le faible niveau d'éducation, le chômage endémique et la migration clandestine. Pour le ministre Mohamed Nasr Abdoulaye, les jeunes constituent le moteur des développements qu'il faut soutenir. La jeunesse demeure, et il convient de l'affirmer sans embâche, une force, un atout de premier plan pour le développement durable. Aussi, opter pour sa promotion nécessite un engagement politique fort pour sa prise en compte en tant qu'actrice incontournable dans toutes les politiques globales et sectorielles de développement. Consciente de ces nécessités, les plus hautes autorités de la République du Tchad, en premier rang desquelles son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, place la question de la promotion des jeunes dans le cadre de la dynamique du développement durable et l'émergence du pays à l'horizon 2030, le Tchad que nous voulons. Mis en œuvre par le Centre pour le dialogue humanitaire HD, le projet La Voix des Jeunes du Sahel est cofinancé par l'Union européenne et le Royaume du Danemark. Et c'est communiqué pour la suite du journal l'ambassade du Tchad en Suisse, mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et autres organisations internationales basées à Genève, informe l'opinion nationale de ce qui suit. La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Mme Ashtadji Prinsi, a participé à l'examen de la politique de l'investissement du Tchad réalisée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le rapport de SUNCED relatif à l'examen de la politique d'investissement du Tchad analyse le cadre juridique des investissements, les perspectives stratégiques pour le renforcement de la position concurrentielle du pays.
Ce document de référence qui vise à aider le Tchad à améliorer sa politique d'investissement en vue de l'atteinte optimale des objectifs du millénaire pour le développement. La ministre du Commerce a fait observer que les recommandations seront mises en œuvre au plus haut niveau, en particulier par l'intermédiaire du Conseil présidentiel récemment créé pour améliorer le climat des affaires du Tchad. Fait à Genève le 13 novembre 2017, l'ambassade mission permanente du Tchad à Genève. Le code pétrolier, le gouvernement examine un document à cet effet à l'initiative du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Ce document a été élaboré et soumis à l'appréciation de participants au cours d'un atelier de 2 jours. L'initiative du gouvernement est de booster l'économie. Dans cette édition, notre reporter Mohamed Moursal revient sur le bien fondé de ce document. Suivi. Le code pétrolier. Ces documents juridiques portent sur la réglementation des activités pétrolières devant dorénavant régir le secteur dans le pays. Il vient ainsi pallier les insuffisances que rencontre le secteur pétrolier en vigueur depuis 2003, année d'exploitation du pétrole de Doba qui est effectuée sur la base d'une réglementation de 1962. Avec la multiplication des puits du pétrole au Tchad, quelques mesures ont été prises par le gouvernement tchadien. Déjà à l'intérieur de nos frontières, la situation a changé. Et c'est là depuis 2007 par la loi relative aux hydrocarbures, laquelle a elle-même été complétée par l'ordonnance de 2010 portant approbation du contrat type de partage de produits. Aussi, les investissements se sont développés. C'est pour cette raison que la Société des hydrocarbures du Tchad est en phase de devenir un véritable acteur de la filière. Le Tchad doit en effet adopter des standards de l'industrie les plus avancés et maintenir son attractivité internationale. Un tel travail se doit être fait par une approche inclusive et participative. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. À Bakara, le ministère de la Justice a organisé une réunion de validation de désengagement des associations de réinsertion et réconciliation au Tchad. Il s'agit en fait de la révision du plan d'action du programme. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice qui a présidé l'ouverture des travaux. Gayam Pengeri. Pour permettre le démarrage effectif du programme de désengagement des associations, réintégration et réconciliation au Tchad, DDRR, un plan d'action est soumis à la validation. Point focal de cette structure et partenaire au développement échange sur les différentes stratégies à mettre en œuvre afin de proposer une feuille de route qui prend en compte les réponses pertinentes que le gouvernement veut apporter à la question de la lutte contre la menace terroriste. Proposé par le comité de pilotage organisé par le ministère de la Justice avec l'appui technique et financier de l'OIM, notre partenaire majeur dans ce programme, il a pour objectif principal la révision et la validation du plan d'action qui permettra le démarrage effectif des activités sur le terrain. Autrement dit, c'est la traduction de 6 recommandations de l'atelier de G en termes concrets. Pendant cet atelier, je vous invite à bien méditer sur les différents thèmes afin de proposer au gouvernement une feuille de route à la hauteur des attentes de cette population meurtrie de la province de la Tchad. À ces assises, les participants auront à examiner les différents points pouvant conduire à la finalisation de ce plan d'action et les cadres de partenariat à développer. Le chef de l'état-major de Zama, le général Tamlengar Kim Tolde Mathias, a présidé ce matin un atelier de restitution des conclusions de l'étude sur l'évaluation des besoins en formation de forces de défense et de sécurité en matière de genre et droits de l'homme dans l'espace G5 Sahel. Maria Massanissé. Identifier les besoins et renforcer la capacité en matière de sécurité des forces de défense et de sécurité dans le G5 Sahel est l'objectif assigné à ces assises.
Durant cette rencontre, une stratégie de lutte contre l'extrémisme violent sera élaborée en vue de l'adapter à la situation de radicalisation basée sur les violences des droits de l'homme et celui des femmes en particulier. Il se veut donc un creuset d'échanges de connaissances, de bonnes pratiques et de points à améliorer pour aboutir les succès des deux phases suivantes, à savoir la conception et le développement des modules de formation en genre et droits humains et la formation de 125 membres des forces de défense et de sécurité dans les 5 pays du G5 Sahel. Pour faire face à cette situation, les 5 pays du Sahel, notamment le Burkina, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, ont créé le G5 Sahel afin de mutualiser les efforts et moyens pour faire face aux défis de développement et de sécurité dans leur espace communautaire. La menace terroriste est complexe et diffuse parfois au sein même de nos populations. C'est ainsi que la force conjointe des G5 Sahel a fait de la population l'une de ces 3 lignes d'opération et qui conditionne la réussite. Comme nous le savons, le terrorisme se nourrit de la pauvreté. Il est donc nécessaire d'allier, en plus des opérations militaires, des stratégies pour le développement socio-économique des zones affectées par la menace terroriste ainsi que le respect de la personne humaine. Les recommandations ici de ces assises seront utiles pour intégrer les thématiques de respect des droits de l'homme et du genre dans la prévention et la lutte contre le terrorisme dans le G5 Sahel. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Jessica David, s'est rendue visite ce matin à l'université Roi Faisal. À travers cette visite, Jessica a échangé avec 2 juges ayant passé leur séjour aux États-Unis et aussi avec les étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur. Le point avec Haram Abdelkader. Dans le cadre des relations bilatérales qui existent entre des pays amis, notamment le Tchad et les États-Unis d'Amérique, l'ambassade des États-Unis au Tchad envoie chaque année des personnes ressources de l'université Roi Faisal pour participer au programme d'échange sur divers thèmes en lien avec les États-Unis. À cet effet, Jessica Davis-Ba, chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis au Tchad, est allée à la rencontre des étudiants de faculté des sciences juridiques et politiques pour échanger avec les étudiants sur les droits de l'homme et les droits civiques, ainsi que l'état des droits et la réforme judiciaire. Des thèmes qui font l'objet des discussions entre les 2 conférenciers, le juge Zainaba Idriss Saleh et Mohamed Al-Amin Rachid, qui ont participé au programme de 2018 aux États-Unis. À leur retour du pays de l'oncle Sam, ces 2 panélistes ont partagé les connaissances acquises sur place. Le recteur de l'université Roi Faisal, Abdallah Bakhit Saleh, salue l'initiative de l'ambassade des États-Unis en faveur des étudiants de l'université Roi Faisal. Des débats riches se sont déroulés entre les étudiants et la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis. Le Tchad et les États-Unis d'Amérique entretiennent d'excellentes relations dans divers domaines, a relevé Jessica Davis-Ba. La jeunesse de la communauté du bassin du lac Tchad et celle de l'Afrique centrale ont organisé hier une conférence locale sur le climat. C'est un prélude de la conférence des partis COP25 et de la 15e conférence de la jeunesse sur le climat. À ce sujet, suivez le point focal du réseau eau et climat des organisations de jeunes de l'Afrique centrale et Senganda Ngagi. La COI, conférence de jeunes, est un programme de Yango, la plateforme des organisations de jeunes auprès de la Convention cadre des Nations Unies pour le climat. Le Tchad a reçu cette année l'accréditation de Yango pour organiser une conférence locale afin de permettre de prendre en considération le plaidoyer des jeunes de l'Afrique centrale et ceux du pays membres du bassin du lac Tchad sous les différentes menaces climatiques et sécuritaires qui se vivent dans cette région. La RECOJAD a pour mission principale de créer des synergies entre les organisations de jeunes impliquées dans le secteur de l'eau et du climat dans la sous-région de l'Afrique centrale afin de contribuer à la réalisation effective des objectifs de développement durable auxquels notre pays, le Tchad, y s'inscrit.
Ainsi, la RECOJAD œuvre sur le renforcement des capacités, la participation des jeunes au processus décisionnel, le partage d'informations et d'expériences. La RECOJAD s'engage pour organiser un local COI au Tchad afin de faire entendre la voix de la jeunesse africaine en général et particulièrement celle du pays des membres du bassin du lac Tchad lors de ces grands rendez-vous. Le vice-président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel AMA, Ali Djibrinali, a présidé ce matin à Amsinene, dans la commune du 1er arrondissement pour la ville de N'Djamena, la cérémonie d'inauguration de la radio communautaire Al-Bassera. Luc Azinadenjay. La radio Al-Bassera, qui vient de voir le jour, est une initiative de l'association socio-culturelle pour le développement. La FM 99 MHz est une radio communautaire implantée à Amsinene, dans le 1er arrondissement municipal pour la ville de N'Djamena. Pour le directeur de l'association, Mohamed Tahir Ahmad, cette radio agit en catalyseur de liens transversaux dans le 1er arrondissement et ses environnants pour remplir sa mission de communication sociale de proximité en vue de valoriser les actions en lien avec le changement de comportement. Youssouf Mohamed Issa, directeur de cette nouvelle radio, relève pour sa part que la radio associative Al-Bassera se fixe comme objectif la promotion du développement socio-économique, la culture de coexistence pacifique entre les différentes couches sociales, la paix et la cohabitation, l'éducation ainsi que la santé de l'enfant et de la femme. Dans son discours inaugural, le vice-président de la Haute Autorité des médias audiovisuels a exhorté l'administration de la radio au respect strict de ses missions inscrites dans son cahier de charges. Votre radio sera tenue au respect d'un certain nombre d'obligations, notamment les dispositions de la loi 20/PR/2018 du 10 janvier 2019 relative à la communication audiovisuelle au Tchad, le cahier des charges et la convention que vous avez signée avec nous. Dès lors, le strict respect des règles qui régissent la profession en matière de traitement de l'information et la mise en place des dispositions techniques adéquates pour la diffusion de l'information. La FM Al-Bassera, qui émet sur un rayon de 100 km, fonde ses actions sur la valorisation des actions pour une participation citoyenne. En tant que plaque tournante des communications de sa collectivité, Al-Bassera participera activement au développement local en présentant des grandes opportunités pour renforcer son rôle au sein de la communauté dans les langues officielles qui sont l'arabe et le français. Son local comprend un studio régie, un espace administratif et d'accueil et une salle de conférence. Je le disais, le code pétrolier, le gouvernement examine un document à cet effet à l'initiative du ministère du pétrole et de l'énergie. Ce document a été élaboré et soumis à l'appréciation des participants au cours d'un atelier de 2 jours. L'initiative du gouvernement est de booster l'économie. Dans cette édition, notre reporter Mamadou Moussa revient sur le bien fondé de ce document. Suivez son reportage. Le code pétrolier, ces documents juridiques portent sur la réglementation des activités pétrolières devant dorénavant régir le secteur dans le pays. Il vient ainsi pallier les insuffisances que rencontre le secteur pétrolier en vigueur depuis 2003, année d'exploitation du pétrole de Doba qui est effectuée sur la base d'une réglementation de 1962. Avec la multiplication des puits du pétrole au Tchad, quelques mesures ont été prises par le gouvernement tchadien. Déjà à l'intérieur de nos frontières, la situation a changé. Et c'est là depuis 2007 par la loi relative aux hydrocarbures, laquelle a elle-même été complétée par l'ordonnance de 2010 portant approbation du contrat type de partage de produits. Aussi, les investissements se sont développés. C'est pour cette raison que la Société des hydrocarbures du Tchad est en phase de devenir un véritable acteur de la filière. Le Tchad doit en effet adopter des standards de l'industrie les plus avancés et maintenir son attractivité internationale. Un tel travail se doit être fait par une approche inclusive et participative. Aussi, sur l'ensemble, c'est l'exemple des pays frères, membres de l'APO, il est proposé de créer un régime amélioré des activités de prospection.
La prospection, en effet, est indispensable à la connaissance et à la valorisation de notre domaine pétrolier. C'est sur la base d'un travail de prospection qu'il est possible de mieux cibler les zones qui devront être explorées en profondeur. Cette structure étatique est soutenue par une autre, en l'occurrence l'autorité de la régulation du secteur aval. Avec la chute du prix du baril du pétrole sur le marché mondial, notre pays, à l'exemple des pays exportateurs de l'or noir, a adopté un nouveau code pétrolier suite à certaines recommandations des acteurs du secteur. Des plaintes qui seront attendues par le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, qui, séance tenante, décide de pallier aux manquements constatés afin d'être attractive au niveau international. Le résultat, c'est ces documents adaptés qui permettra de mieux régler et d'assurer la bonne marche du secteur pétrolier au Tchad. C'est là à travers le contrôle comptable, fiscal et financier, des infractions et des sanctions. Il prend également en compte les retraits d'autorisation et d'échange ainsi que des pénalités. Ce code déjà approuvé par les experts sera soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Le gouverneur de la province de Silla, Kedali Younous, a midi a présidé ce matin à Gozbeyda la cérémonie d'ouverture du bureau de l'Office national pour la promotion de l'emploi, une institution qui a pour mission de lutter contre le chômage au Tchad. Ben Arabi Abdourazak. Institution étatique, l'Office national pour la promotion de l'emploi a pour objectif principal de promouvoir l'emploi sur l'ensemble du territoire national. Pour matérialiser la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, le chômage et l'exode rural, des bureaux devraient être créés au niveau des provinces. Dans cette optique, une mission de l'ONAPU, conduite par Barkay Soumaïn, chef des bureaux, expert chargé de suivi des structures déconcentrées, est venu expliquer aux autorités et à la population le bien fondé de l'antenne ONAPU de Silla. Selon Gounoung Ahunta, le tout premier chef des bureaux, l'antenne de Gozbeyda a un rôle crucial à jouer. Il affirme attendre de la population et des autorités une franche collaboration. Pour le gouverneur de la province de Silla, Kedela Younous Hamidi, le bureau provincial a pour mission de soutenir les actions du président de la République qui ne cesse d'œuvrer pour un monde rural fort et prospère. Le majeur du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, est d'assurer les conditions de vie de sa population, d'assurer son bien-être social, mais aussi et surtout assurer un meilleur avenir. Le bureau de Gozbeyda sera chargé, entre autres, de procéder à l'ajustement des demandes et offres d'emploi, diagnostiquer et établir les besoins en main-d'œuvre qualifiée, établir les stratégies de travail et développer des initiatives d'incitation à la création d'emplois ou de micro-entreprises. Une mission du Parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens conduite par sa secrétaire nationale chargée des organes spécialisés s'est rendue à Galengdeng dans le Mayolémien. La mission est allée installer les membres du bureau de femmes et des commerçants de cette formation politique. Raimton. À la veille des législatives et communales, le Parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens affûte ses armes. Il élargit ses organes de base à travers le pays. À Galengdeng, chef-lieu du département de Mayo-Lemien dans la province de Mayo-Kobi-Est, la secrétaire nationale chargée des organes spécialisés du parti procède à l'installation des membres du bureau des femmes et ceux des commerçants de cette formation politique. Il s'agit d'une équipe mixte qui a pour mission de défendre les idéaux de cette formation politique dans les différentes localités du département de Mayo-Lemien. Le parti attend de vous voir à l'œuvre. Pour cela, vous devez faire le travail de maillage, c'est-à-dire aller de porte en porte, faire connaître le RNDT, le réveil partout à Galengdeng. Pour le président du comité d'organisation, cette cérémonie d'installation des membres des différents bureaux révèle d'une importance majeure dans la vie du parti à Galengdeng.
Nous aurons à installer le bureau départemental des femmes et celui des commerçants du département de Mayo-Lémié. L'installation des commerçants du département de Mayo-Lémié, c'est pour la première fois que nous avons cet organe. Des orientations que les membres de ces différents bureaux, par la voix de leur président, entendent traduire en actes pour des victoires écrasantes lors des consultations électorales à venir. Deux villages, notamment le village Bekam et Tonia dans le département de la Nia-Pendé, province du Logone oriental, bénéficient du soutien de l'ONG SOS Village. Cette organisation a octroyé de matériel didactique et des moyens roulants aux responsables du secteur éducatif des différents villages. Cette cérémonie de réception a été présidée par le secrétaire départemental, Ali Aki. 150 tables bancs, des kits scolaires et pédagogiques composés de sacs à dos, des cahiers, des livres de calcul et de lecture, des ardoises, des dictionnaires et des règles qui ont été réceptionnés par le secrétaire général du département de la Nia-Pendé. Et pour assurer le bon suivi des activités, 4 motos de marque Haoju sont remises à l'inspection départementale. La même inspection est dotée de carburant et fourniture de bureaux pour son fonctionnement. Pour le chef de projet SOS Village, Sou Alain, ce projet dénommé Projet d'éducation d'urgence pour la population affectée par la crise au Sud Tchad vise à soutenir l'action du gouvernement dans la prise en charge des personnes nécessiteuses. Le secrétaire général du département de la Nia-Pendé, Omar Omalay, dit que ce geste de cœur renforcera à coup sûr l'éducation des retournés de la République centrafricaine et des réfugiés dans son département. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la Nia-Pendé, Bangar Doledjingar, remercie l'ONG SOS Village et ses partenaires pour les avoir dotés de moyens roulants et de fournitures de fonctionnement. Il affirme que ces dons iront droit aux intéressés et le suivi des activités scolaires sera assuré de manière optimale. La circonscription de Lugungana dans le Charipa Garmé et ses environnants font face à un cas d'inondation. Des cadres politiques sont allés constater l'écroulement de plusieurs habitations et autres pertes matérielles sous l'effet de la montée des eaux du fleuve Logone. Suite à la montée des eaux du fleuve Logone et aux précédentes pluies, il est difficile d'accéder d'une ville, d'un village ou d'un point à un autre. Lugungana et ses localités environnantes sont dans l'eau. Comme ici à Olom, les habitations se sont effondrées, plongeant les populations dans le désarroi. Préoccupée, une délégation constituée du secrétaire exécutif du conseil sous-préfectoral du MPS, Yacoub Bana, et de la présidente de l'OFF MPS, Halim Mohamed Fizan, sont allés constater la situation et compatir avec les sinistrés. Ces cas d'inondation ont contraint de nombreux ménages à s'installer dans la brousse. Les eaux du fleuve ne font que monter et les digues de fortune aménagées par les habitants eux-mêmes ne parviennent pas à stopper le débordement des eaux, comme l'ont affirmé les différents chefs des villages. Ces derniers lancent un cri de cœur en direction du gouvernement et de bonne volonté pour l'aménagement des digues et un secours d'urgence. La population craint des cas d'épidémie. Le seul centre de santé de Olom est aujourd'hui inaccessible suite à l'inondation. Les élèves sont privés des cours. Les salles de classe sont envahies par les eaux. Notre milieu est inondé depuis 3 mois. Et jusqu'à là, les écoles sont encore dans l'eau. On ne sait quoi faire. Nous sommes en train d'attendre notre chef. Il nous a dit qu'on doit rester sur place. Nous sommes là. Les cultures ont également pris un sérieux coup à l'image de ces champs de riz et mil. Les marchés ne sont pas épargnés. Cette situation a amené les habitants à déplacer temporairement le marché hebdomadaire de Gofa dans un village du Cameroun avec l'accord des autorités de ces pays voisins. Les services étatiques déconcentrés sont affectés également par l'inondation. Le Boulama, ou autorité traditionnelle, Mohamed Boni, le maire de la ville de Lugungana, Brahim Mohamed Abakar et le sous-préfet Cheikh Issa tirent la sonnette d'alarme.
Ils demandent la construction des digues et des routes qui sont des besoins prioritaires. Selon les anciens, Lugungana n'a jamais enregistré des cas pareils depuis un demi-siècle. Elle s'appelle Nekarambay Hélène, désormais élue membre du bureau exécutif de l'International de l'éducation pour le compte de l'Afrique. L'International de l'éducation est une plateforme qui milite en faveur d'une éducation de qualité. Sa nomination réjouit plus d'un Tchadien et à ce sujet, le syndicat des anciens du Tchad a organisé une cérémonie de réjouissance. Le point avec Ousmane Testako. Après son élection au bureau exécutif de l'International de l'éducation, Nekarambay Hélène reçoit les honneurs du syndicat des enseignants du Tchad. Cette élection fait suite au 8e congrès de l'International de l'éducation qui s'est tenu en Thaïlande au mois d'août dernier, où la candidate a remporté l'élection avec plus de 1000 voix. L'heureuse élue représentera non seulement son pays, mais le continent africain. Je ne représente pas seulement le Tchad ni l'Afrique centrale, mais c'est toute l'Afrique, tous les syndicats du secteur de l'éducation africain. Je suis leur voix au niveau de l'International de l'éducation. Le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad qualifie cette élection d'une fierté nationale. C'est l'élection donc de la camarade Nekarambay Hélène au bureau exécutif de l'International de l'éducation. Non seulement cette élection a hissé l'organisation que nous représentons qui est le 7. Mais cette élection doit plutôt aider le pays tout entier. Pour rappel, l'International de l'éducation est un regroupement syndical qui se fixe comme objectif une éducation de qualité. Il compte plus de 400 syndicats dans le monde et plus de 30 millions d'adhérents. Le porte-parole de la plateforme Tchad d'abord, Gol Soupière, a fait un point de presse ce matin, point de presse au cours duquel la plateforme se réjouit de la restauration de la paix à Miski. NSR. La plateforme Le Tchad d'abord exprime sa profonde reconnaissance au gouvernement et à la population de Miski pour avoir fait aboutir un accord négocié dans l'affaire dite de Miski, dans le souci de faire bénéficier tous les Tchadiens de cette ressource. Elle salue leur attachement pour la paix et d'avoir placé en priorité le Tchad et les populations tchadiennes qui ont connu tant de guerres et de destruction. Exhorte-t-elle le gouvernement et les provinces dans lesquelles l'exploitation et l'accès aux ressources provoquent des conflits et des violences de suivre l'exemple de Miski. La plateforme Le Tchad d'abord condamne toute forme de violence d'où qu'elle vienne, même les simples manifestations quand elles s'expriment par la violence sur les symboles de la République, et ce, quelles qu'en soient les divergences qui peuvent exister, et surtout si ces actes sont étalés à l'étranger, donnant l'impression d'exporter et d'étaler la violence qui nous colle la peau à la face du monde. Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental félicite le président de la République, Idrissa Déby Itno, et le gouvernement tchadien pour la restauration de la paix définitive scellée à Miski dans le département de Mikoussi sous la clairvoyance du chef de l'État. Par ailleurs, le réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental s'est réjoui du rôle déterminant joué par les facilitateurs de cette crise, notamment le chef d'état-major général des armées, le général Mohamed Idriss Déby, le directeur général des douanes Abdelkarim Sharfadine. Ils encouragent le gouvernement à la préservation de la paix et la stabilité du pays. À la signature, le président du réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental, Moussa Al-Khali Moussa. Les membres de l'Union Al-Khatib pour la solidarité et le développement ont lancé
activité ce 14 novembre à la Maison de la Femme. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence à la cérémonie lancement. Mohamed Suleiman. La salle Toumaï de la Maison de la Femme est prise d'assaut par les femmes et les hommes issus de différentes couches socio-professionnelles. Objectif, assister au lancement officiel des activités de l'Union Al-Khitab pour la solidarité et le développement. Des délégations sont venues de différentes provinces du pays pour assister au lancement des activités de cette union. Le président du comité d'organisation, Al-Beyin, Yahya Mohamed Ligita, a salué cette forte mobilisation. Aujourd'hui, nous estimons heureux, car avec la volonté d'Allah le Tout-Puissant, et ensuite avec la contribution des uns et des autres, nous sommes en train de relever les défis. Ils n'ont ménagé aucun effort en apportant non seulement leur contribution financière, mais ont fait également le déplacement de N'Djamena pour assister personnellement à cette cérémonie. Les représentants des délégations venues de différentes provinces, Mohamed Gouma Abakar, a apprécié à sa juste valeur cette initiative. Conviés à cette cérémonie, les chefs de race de la communauté Birgit appellent les uns et les autres à l'unité, à la tolérance et à la cohabitation pacifique. Vivre dans une localité signifie s'accepter les uns et les autres, malgré nos différences. Écarter toute division, toute hypocrisie, pour que guide nos pas et la loi et le respect des lois. Le président de l'Union Al-Khitab pour la solidarité et le développement, Abderrahim Gren Agre, a quant à lui mis l'accent sur le développement et l'émancipation de la femme tchadienne. Il a aussi remercié les invités pour avoir effectué ce déplacement. Créée le 20 juin 2019, l'Union Al-Khitab pour la solidarité et le développement est une organisation œuvrant pour le bien-être de la population. La prestation de services de sapeurs-pompiers dans la ville de N'Djamena est appréciée à sa juste valeur. Le nombre de cas d'incendie des maisons d'habitation et bureaux administratifs alerte les sapeurs-pompiers, bien que difficile. Le signal alerté conduit directement le sapeur-pompier à l'action. Un reportage signé Al-Ibrahim Suleiman. C'est le quotidien de ces soldats du feu. Chaque jour que Dieu fait, la sirène ne cesse de retentir. L'alarme alerte des cas d'urgence, d'incendie, de noyades ou d'autres catastrophes naturelles. Les sapeurs-pompiers ne baissent pas la garde. Ils sont comme des soldats en situation de guerre. Prêter main forte aux victimes d'incendie et du feu de brousse est la principale mission de ces hommes. Composé de plus de 140 agents et doté d'une trentaine de véhicules équipés de pompes à eau, les sapeurs-pompiers sont de véritables soldats du feu. À l'image de cet incendie qui s'est déclaré ce matin dans les locaux de l'ONG Good Neighbors pendant que nous tournons ces reportages. Beaucoup sollicités pour la lutte contre la flamme, le service d'urgence des sapeurs-pompiers est organisé, limité par les moyens de travail. Force est de constater que la dernière dotation de matériel reçue en date de 2009. La plupart de ces véhicules est hors d'usage faute de pièces de rechange. Selon le responsable, les pièces de rechange et autres équipements sont introuvables sur place. Malgré ces métiers difficiles, les soldats du feu font souvent face à plusieurs difficultés. Pour le commandant de ces services, les issues de secours sont d'une importance capitale dans les opérations d'intervention pour circonscrire les feux. Nous sommes là pour intervenir sur les cas d'incendie, cas de noyades, cas de spéciaux, feux de brousse. Et encore il y a les cas d'accidents, mais parfois on intervient. On a des centres de secours dans les arrondissements. S'il y a un appel qu'il y a un incendie, on dépêche d'abord les centres de secours dans les arrondissements proches et il intervient en attendant que nous, les services des casernes centrales aussi, on vient en renfort. On a assez des équipements, sauf ce qui nous manque, c'est les fourgons à échelle pivotant. Peut-être s'il y a un incendie dans une grosse immeuble telle, ça on aura des difficultés parce qu'on n'a pas les véhicules pivotants. Sinon, le matériel il suffit.
Nous, on ne vient pas en retard. À chaque fois qu'on nous appelle, les problèmes de circulation. Les populations ne nous cèdent pas la route. Quand nous, on va en intervention avec nos sirènes, ils ne nous cèdent pas les routes. Et encore, on accompagne le sirène avec le klaxon. Donc toujours là, on a des problèmes. Et ça, là, on ne peut pas arriver à temps. Sinon, là, nous sommes disponibles. On a des équipes 24 heures sur 24 heures qui veillent dans la ville de N'Djamena. Malgré toutes ces difficultés, les sapeurs-pompiers mènent un travail avec professionnalisme. Le cas de l'incendie d'origine inconnue de ce matin au bureau de l'ONG Good Neighbors à Sabangali dans le 3e arrondissement en est une parfaite illustration. En sport éliminatoire de la CAN 2021, l'équipe nationale de football a joué hier à Windhoek en Namibie. Les Sao ont été battus sur le score de 2-1. Djedebe Tirengaïtiri. Face à une équipe namibienne très expérimentée qui vient de jouer la CAN Égypte 2021, le 11 national n'a pas pu imposer sa suprématie. Malgré que les poulains d'Emmanuel Trégoat ont bien négocié la première partie en allant au vestiaire 0 but partout, la seconde manche a été décisive. Sur une erreur défensive pour manque de marquage, les braves Warriors ouvrent le score et 4 minutes après sur un corner de Mamad Azarak, le capitaine de Tchadien Ngar Ezekiel égalise sur un coup de tête. Les Namibiens continuent par multiplier des occasions dans les camps des Sao. Au quart d'heure de la fin du temps réglementaire, les Namibiens marquent leur deuxième but par l'entremise de Chris Urianga. Les coéquipiers de Ngar Ezekiel ont tenté de revenir au score, mais en vain. Pour le sélectionneur national Emmanuel Trégoat, les joueurs tchadiens ont mal négocié le match. Au niveau de la défense, il y a un ou deux joueurs qui sont passés un peu à travers et qui n'ont pas donné ce que j'attendais d'eux. Non, c'est pas ça, c'est que le niveau est peut-être trop élevé pour eux. On est là pour apprendre, nous c'est notre premier match, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de match de CAN comme ça. C'est une belle équipe en face, ils étaient à la CAN, la dernière CAN. Après c'est dommage, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Emmanuel Trégoat prépare déjà son deuxième match contre le Mali. On va changer des choses, bien sûr, on est chez nous. Maintenant le Mali c'est le favori du groupe, donc on va jouer prudent, on va être humble et on va essayer de prendre le point qu'on aurait voulu prendre ici. Battu 2-1 à Windhoek en Namibie, la sélection nationale va jouer son deuxième match de poule des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 le dimanche 17 novembre contre les Maliens. Arrivés à 3h du matin, heure de N'Djamena, les Sao ont été accueillis par le ministre en charge du sport qui croit au talent des ambassadeurs tchadiens dans cette compétition. Avant de clore cette édition, je reprends ce communiqué. Je le disais dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction. Le réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental félicite le chef de l'État et le gouvernement tchadien pour la restauration de la paix définitive scellée à Miski dans le département de Mikoussi. Aussi, le réseau s'est réjoui du rôle déterminant joué par les facilitateurs de cette crise, notamment les chefs d'état-major général des armées, le général Tahir Erda Taïro, le directeur général de la DGC, le général Mamad Idrissa Déby et le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfatin. À la signature de ce communiqué, le président du réseau Moussa Alkali Moussa. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.